Bonjour, l'inspecteur, le jour du permis, vous demandera les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Si ce chiffre est un numéro pair, vous aurez des vérifications extérieures à effectuer, plus une question sur les premiers secours. Si ce numéro est impair, vous aurez des questions sur des vérifs intérieurs du véhicule, plus une question de premiers secours. La vidéo qui est ici va vous permettre de répondre à toutes les questions de premiers secours. Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident routier? Pour cela, il faut délimiter clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter ainsi un suraccident. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? Avant toute sortie du véhicule, il faut porter le gilet de haute visibilité, c'est-à-dire le gilet jaune. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? Le triangle de présignalisation doit être placé à une distance d'environ 30 mètres de l'accident ou avant un virage ou un sommet de côte. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? En présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable, ce déplacement doit rester exceptionnel. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée? Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du CAIP? Alors il faut, premièrement, se mettre en sécurité. Ensuite, il faut s'informer grâce aux médias, au site internet des autorités, dès que leur consultation est possible. Ensuite, respecter les consignes des autorités. Par quels moyens doit être réalisée l'alerte des secours? L'alerte peut être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou alors d'un téléphone fixe ou d'une borne d'appel d'urgence. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit être précise et rapide? Afin de permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court. Quels sont les numéros d'urgence à appeler? Alors le 18, c'est le numéro des sapeurs-pompiers, le 15, le numéro d'appel du SAMU, le 112, le numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence et valide dans l'ensemble de l'Union européenne. Quelles sont les 3 informations à transmettre aux services de secours? Le premier, c'est votre numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis. Ensuite, la nature de l'accident ou du problème. Et ensuite, la localisation la plus précise du problème. À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours? Uniquement lorsque notre correspondant nous invite à le faire. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? Pour cela, indiquez le numéro d'autoroute, le sens de circulation ainsi que le point kilométrique. Qu'est-ce que le signal d'alerte et d'information des populations, le SAIP? C'est un signal destiné à avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. Comment est diffusée l'alerte émise par le CAIP? Grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France et France Télévisions, ou encore grâce à l'application mobile SAIP. Comment est composé le signal d'alerte du CAIP diffusé par les sirènes? Il se compose en fait de 2 codes distincts. Le SNA, le signal national d'alerte, c'est une variation du signal sur 3 cycles successifs. Et le signal de fin d'alerte qui lui est un signal continu. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Simplement parce qu'il peut nous conseiller, nous guider dans la réalisation de gestes à faire ou à ne pas faire jusqu'à l'arrivée des secours.
Qu'est-ce qu'une hémorragie? C'est une perte de sang prolongée provenant d'une plaie qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Elle peut entraîner pour la victime une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque. Comment arrêter une hémorragie? En appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main, en maintenant un tissu propre sur la plaie. Qu'est-ce qu'une perte de connaissance? C'est lorsque la victime ne répond pas, ne réagit pas, mais elle respire. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? Le risque est l'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. Citez les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. La première chose, c'est de lui poser des questions simples. Comment ça va? Vous m'entendez? Vous pouvez également lui secouer doucement les épaules. Vous pouvez lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un ordre simple comme « serrez-moi la main ». Comment vérifier la respiration d'une victime? Il faut regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent et sentir de l'air à l'expiration. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui a perdu connaissance? La victime ne répond pas et ne réagit pas, mais elle respire. Alors il faut la placer en position stable sur le côté ou en position latérale de sécurité. Il faut alerter les secours. Ensuite, vous devez surveiller la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Dans quel cas peut-on positionner une victime en position latérale de sécurité? Si la victime ne répond pas, ne réagit pas et respire. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours? La mort de la victime qui survient en quelques minutes. Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque? Car les lésions du cerveau, consécutives au manque d'oxygène, surviennent dès la première minute. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Premièrement, alerter. Alerter immédiatement les secours. Ensuite, masser. Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Après, défibriller. Utiliser un défibrillateur automatisé externe, DAE. Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe, le DAE? C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque. L'utilisation d'un DAE sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque? Non, car le défibrillateur est automatisé et se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque. À partir de quel âge peut-on suivre une formation au premier secours? À partir de 10 ans. Une personne non formée peut-elle utiliser un défibrillateur automatisé externe, DAE? Oui, c'est même justement fait pour ça, grâce aux instructions fournies par l'appareil, schémas et messages vocaux. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas, ou présente une respiration anormale. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? Elle risque un étouffement par des liquides présents dans la gorge, la chute de la langue en arrière.